Le 13 mai dernier, on a eu la chance au Québec d'avoir Marion Sigaud qui est venue faire 3 conférences. À cette occasion, j'ai été la voir à sa première conférence à Montréal pour pouvoir avoir un petit entretien avec elle. J'ai réussi à lui parler et soutirer un petit entrevue. On l'a envoyé Make Love rencontrer Marion Sigaud. Puis oui, il faut aussi préciser, cette entrevue-là, cette conférence-là a été organisée par l'Association des parents catholiques du Québec. Alors oui, je suis arrivé là-bas, ils m'ont accueilli très généreusement, ils m'ont laissé un espace pour mettre la caméra, j'ai eu la chance, oui, d'avoir une interview avec Marion Sigaud. En gros, ouais. on les remercie. On les remercie, oui. On vous invite aussi à les encourager. Marion Sigaud, bonjour. Bonjour. Je vais le tenir ici comme ça. Historienne, journaliste, révisionniste et auteur de multiples ouvrages. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à venir à cette conférence sur l'éducation sexuelle sur les enfants? Alors, j'ai pas été poussée, j'ai été invitée. J'ai été invitée par l'Association des parents catholiques du Québec parce qu'ils savent que depuis quelques années, depuis de nombreuses années maintenant, je m'occupe du problème de la sexualisation des enfants et des atteintes contre les enfants. Et on peut croire que c'est un autre combat, que c'est un autre sujet que celui qui m'a fait faire de l'histoire, mais en fait c'est le même sujet. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai repris des études d'histoire à 51 ans révolus, c'est parce que dans la campagne où j'habite, en Bourgogne, j'ai découvert en venant m'installer autour de l'âge de 40 ans, la réalité de réseaux pédocriminels qui, quand j'étais parisienne, ne m'affleuraient même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Et en arrivant dans cette belle campagne, dans cette belle province de Bourgogne, j'ai appris que des gens en réseau enlevaient des enfants pour les violer. J'ai été tellement horrifiée de cette découverte que j'ai essayé de voir si on pouvait faire quelque chose et je me suis rapidement rendu compte que seul on ne peut rien et que le crime est tellement horrible que la plupart des gens n'y croient pas, d'une part. D'autre part, on a affaire à des gens extrêmement puissants, c'est-à-dire ce sont des notables en réseau qui ont tous les moyens de faire taire quelqu'un d'isolé qui regarde là où il a intérêt à ne pas regarder, quoi, voilà, qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Donc j'ai décidé, pour pouvoir trouver la vérité, de contourner l'obstacle en allant chercher comment ça se passait dans l'ancien temps. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis devenue historienne, c'est parce que j'ai cherché la réalité historique des enlèvements d'enfants. J'avais connaissance par une amie historienne que des enfants étaient enlevés à Paris en 1750 et que ça a fait l'objet d'une révolte réprimée par les autorités, mais les autorités ont plus peur que les parents révoltés. Donc j'ai voulu étudier ce sujet. J'ai voulu voir également s'il pouvait y avoir un rapport entre cette révolte de parents qui avait lieu en 1750 et là, un attentat qui a eu lieu contre le roi 7 ans plus tard. Et je suis allée en bibliothèque, j'étais juste titulaire du bac, donc c'était une recherche tout à fait volontaire, bénévole, enfin de loisir, disons. Qui n'était pas relié à vos études? C'était pas relié à mes études, que je n'avais pas faites, parce que j'étais juste titulaire du bac. Et j'ai compris qu'il y avait un lien. Et à ce moment-là, j'ai compris que si je voulais faire un travail sérieux, ce que je voulais faire, il fallait que je reprenne des études, que je devienne historienne, que j'ai une estampille de l'université comme quoi j'étais historienne et surtout que j'aille apprendre les techniques de la recherche historique, ce que j'ai fait. J'ai repris mes études à 51 ans, j'ai passé la licence, la maîtrise et le DEA, c'est-à-dire la licence Master 1, Master 2. Et forte de cette connaissance et de ces techniques historiques, j'ai commencé à chercher, à fouiller. Donc, tous les livres d'histoire, on me connaît à l'heure actuelle sur la toile parce que je publie des livres d'histoire. Mais mon combat pour la défense des enfants, c'est le même, c'est un seul et même combat. Et voilà, c'est mon intérêt pour la défense des enfants. C'est quoi la défense des enfants? C'est la défense de la famille. La défense de la famille, c'est la défense de notre nation, de notre pays, de notre civilisation, de notre monde. Notre monde auquel je tiens beaucoup à notre civilisation chrétienne que je trouve très belle et que je ne veux pas voir détruire. J'ai un sentiment patriotique très très fort. Je suis une Française grande amoureuse de la France et je suis une catholique convaincue. Et voilà, tous ces combats se sont rejoints
pour prendre finalement la défense des enfants dans cette attaque tout à fait, qui se révèle nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais qui se révèle véritablement maintenant au grand jour, de la sexualisation des enfants par l'intermédiaire de l'éducation. Alors comment j'ai connu Judith Reisman? Eh bien parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai fait sa connaissance, voilà. C'est la 3e fois que je la rencontre. Je l'ai rencontrée en Croatie, je l'ai rencontrée à Paris quand les éditions Contre-Culture ont fait traduire et publier son livre sur le rapport Kinsey. Et là, quand mes amis du Québec m'ont dit « Marion, voilà, il y a des attaques contre les enfants, est-ce que tu ferais quelque chose avec nous? Est-ce que tu viendrais nous parler de ce que tu sais ?» J'ai dit « Oui, mais si on invitait Judith Reisman ?» Et voilà, c'est comme ça que nous sommes là. Voilà. Plus qu'on est, mieux que c'est. Vous avez touché un peu à mon autre question. C'était pour savoir si est-ce que vous considériez que la valorisation de l'éducation sexuelle était quelque chose qui était nouveau historiquement ou une histoire qui se répétait? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Non, c'est quand même relativement récent. Aller faire de la corruption de mineurs par l'intermédiaire des instituteurs, c'est quand même relativement récent. Le système veut récupérer les enfants en lieu et place des parents depuis très longtemps. Moi, j'ai étudié en histoire, par exemple, qu'au XVIIe siècle, quand l'hôpital général a été créé, l'hôpital général, qui était le lieu de renfermement et de rassemblement de tous les pauvres, c'est-à-dire de tous les gens qui étaient hors d'état de se soutenir eux-mêmes, la chose consistait, quand les familles arrivaient à l'hôpital général, de séparer les maris des femmes et les parents des enfants. C'est-à-dire que c'est une cruauté. Retirer les enfants aux parents et considérer que l'État doit prendre les enfants pauvres en charge, c'est quand même vieux comme l'exploitation sexuelle des enfants. Parce qu'évidemment, par derrière toutes ces affaires-là, il y avait de l'exploitation sexuelle. Maintenant, l'hôpital général ne s'occupait que des enfants des pauvres, alors qu'à l'heure actuelle, l'éducation nationale s'occupe des enfants de tout le monde. Mais l'idée était déjà dans... Mais à l'époque, les administrateurs de l'hôpital général ne faisaient pas d'éducation sexuelle. Hein. Ce qui est constant, c'est le désir de mettre la main sur un volant d'enfants sans parents pour à nous d'aller voir ce qui se passe derrière. Voilà. Pédophilie, etc. Pédophilie et autres. Ouais. Je pense que vous avez fait un beau résumé de plusieurs de mes questions. Je vais en finir avec celle-là. C'est bonne, hein? Oui, c'est génial. Celle-là, elle touche un peu aussi ce qui se passe à Québec présentement. Parce qu'on a quelqu'un au Québec qui se base sur la Charte canadienne. C'est le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Son nom, c'est Camille Picard, c'est le président. Et le 1er novembre 2016, ce président-là a dit qu'appliquer une égalité réelle entre les divers groupes du Québec peut mener à des graves inégalités. Retenons pourtant que le droit à l'égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié. Nous insistons sur le fait qu'un traitement identique peut engendrer de graves inégalités. Prenant en compte que des institutions gouvernementales comme celle-ci prennent tout leur temps et toute leur énergie à donner des déséquilibres d'inégalité dépendamment de quel groupe, à quel tu te qualifies, quel serait, selon vous, le meilleur moyen pour le Québec de se débarrasser de cette idéologie quelque peu marxiste, quelque peu... Eh bien, c'est d'abord de leur demander à quel titre on devrait tous être égaux. Qui a dit que l'égalité, c'était bien? Ça, c'est comme la discrimination. Il ne faut pas discriminer. Pourquoi ne faut-il pas discriminer? Discriminer, c'est choisir. Choisir, c'est nécessairement éliminer. Si je choisis de me marier avec monsieur, je discrimine monsieur. On est d'accord? Discriminer, c'est choisir. Choisir, c'est la liberté. Alors... En quoi est-ce que la discrimination, c'est mal? Il y a des gens qui nous inculquent que la discrimination, c'est mal et qu'il faut lutter contre la discrimination. À quel titre? Pour revenir à l'égalité, l'égalité, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Je ne pense pas que l'égalité soit bien. Je ne pense pas que celui qui est flemmard doit être l'égal de celui qui travaille beaucoup. Je ne pense pas que celui qui est complètement crétin doit être considéré à l'égal de celui qui est intelligent. Je ne vois pas à quel titre l'égalité serait une vertu. Donc des gens qui viennent vous expliquer que c'est ça qu'il faut faire pour avoir l'égalité, moi je leur réponds, soyez égaux avec qui vous voulez, mais fichez-nous la paix. Voilà. Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Non mais qui a dit que l'égalité c'était bien? C'est vrai. Vas-y, donnez vos sources. Donnez vos sources. Et je ne suis pas d'accord, les hommes ne sont pas égaux. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, les parents ne sont pas égaux aux enfants, les enfants aînés ne sont pas égaux des petits derniers qui viennent d'arriver, les humains ne sont pas égaux aux animaux. Non, l'égalité n'est pas une vertu. Nous sommes égaux devant Dieu. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime ses enfants de façon égale. Je pense que... Ça me parle. Mais on ne va pas légiférer là-dessus. Ça, c'est de la religion. Que l'État, que la République nous fiche la paix avec ça. C'est pas ses affaires. L'égalité, c'est quelque chose qui relève de la philosophie ou de la théologie.
pas de la loi. Les individus ne sont pas égaux, sauf devant Dieu ou devant la loi. C'est-à-dire qu'il est interdit de tuer et de voler pour tout le monde. Mais sinon, l'égalité des hommes et des femmes, c'est quoi? C'est quoi? C'est que les femmes vont avoir le droit de porter des charges lourdes, alors qu'elles en étaient exemptées précisément au titre que comme elles doivent porter les enfants, il faut ménager leur constitution. Mais alors, c'est quoi? Moi, je suis contre l'égalité. Je déteste l'égalité. L'égalité, c'est l'ennemi. Alors, que dire à ces gens-là? Ben, soyez égaux avec qui vous voulez, et foutez-nous la paix. Je pense que ça finit sur une très belle note. Merci beaucoup, c'était incroyable. Merci.